voulais tout d'abord vous remercier à toutes et à tous d'être là. Merci aux élus qui sont devant moi. Merci Jean-Paul. Si je suis là aujourd'hui, c'est que on a considéré peut-être que je pouvais représenter mes formations politiques et surtout les Perpignanais. Et dans une élection à fort enjeu, eh bien, il faut être capable d'assumer, d'affronter, et avec l'équipe que j'ai à mes côtés, et que je remercie, eh bien, je crois qu'on peut mener le combat jusqu'au bout pour aller à la victoire. En fait, le choix est clair. Vous allez devoir choisir entre une gauche au pouvoir, dans les régions, les départements, l'Assemblée, le Sénat, le gouvernement, la présidence, on ne sait plus où il est, le président, on ne sait plus en ce moment, non, il ne parle plus. C'est déjà pas mal parce qu'à 17% d'intention de vote, il vaut mieux qu'ils ne disent plus rien. Mais en définitive, malgré tous ces pouvoirs, qu'est-ce qu'ils font? Ils conduisent notre pays à la ruine. Vous avez vu? Vous devez taxer les riches. Ils taxent tout le monde. Et surtout pas les riches, parce que les riches ont les moyens de partir. Les autres, non. Vous avez promis l'inversion de la courbe du chômage. Ça, il faut... J'ai demandé à Jean-Paul, il est polytechnicien, l'inversion de la courbe, on n'y arrive pas à comprendre. Ils n'ont rien inversé, on est aujourd'hui à 3 200 000 chômeurs. Ils avaient promis de combattre les problèmes d'insécurité. Rien n'est fait. En revanche, ils sont en train de construire le démantèlement d'écoles, la perte des repères, et puis, dernière décision, le blocage des retraites à partir du 1er avril. Quel bilan! Quel bilan! Et puis, surtout, des mensonges répétés qui ne feront jamais une vérité. Et puis, de l'autre côté, un Front National qui joue sur la division des Français, qui n'a qu'une seule ligne de conduite, l'exclusion. L'exclusion. Et qui oublie tout ce qu'il a pu faire dans les années 95 où quelques citoyens égarés ont cru lui confier des rênes de villes comme Toulon, Marignane, Vitrolles. Souvenez-vous, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Comment ça s'est terminé? À Toulon, 7 élus condamnés, l'un assassiné, l'autre 17 ans de prison pour viol sur mineur, le maire, sa compagne, tout le monde condamné. Ça a été la même chose à Vitrolles, ça a été la même chose à Marignane. Alors, il faut quand même poser l'enjeu de ce débat local et de son impact sur les personnalités et les personnes que nous avons en face de nous et contre nous. Vous allez devoir choisir entre un politicien professionnel qui vit à Paris, il est élu régional, candidat aux européennes, assistant parlementaire de sa compagne, il est en fait payé que sur des fonds publics, c'est-à-dire votre argent. Vous avez reconnu M. Alliot. Puis il y en a un autre, lui il est déjà multicumulard, inféodé au système socialo-communiste en place dans notre pays. Il a réussi la performance d'avoir sur sa liste 17 communistes. Ça, c'est un exploit parce qu'il n'y en a plus nulle part, sauf à Perpignan. C'est aussi une particularité catalane, il faut les conserver. Alors lui, c'est simple. C'est monsieur, je vote toutes les augmentations fiscales possibles en tant que parlementaire, j'arrive à la région, je vote une augmentation de 84% de votre taxe foncière,
et je présente un programme où fiscalité zéro. C'est-à-dire, c'est un magicien. C'est un magicien qui aura des comptes à rendre. Alors, à côté de ça, vous avez quoi? Vous avez une équipe. Ils travaillent tous. Je me demande comment ils font d'ailleurs, pour faire de la politique et pour s'engager. Ce n'est pas des politiciens professionnels. Il n'y en a pas un seul, quand même malheureux. Et puis un maire, lui qui a jamais cumulé les mandats, qui est présent sur le terrain 7 jours sur 7, qui a un vrai projet pour Perpignan. Et je voudrais développer notre projet. Ce projet, il commence par une observation qui est celle du matraquage fiscal que subit notre pays et qui est en train de déclasser à la fois la France et notre ville. Ce matraquage fiscal, aujourd'hui, il faut être capable de dire stop. Et il faut commencer à envoyer le message à tous nos gouvernants en commençant à dire stop aux élections municipales. Et si on veut dire stop aux élections municipales, il faut être capable de dire aussi, nous, notre projet, c'est une fiscalité avec 0% d'augmentation pendant toute la durée du mandat, à la ville et à l'agglo. Ça, c'est quelque chose, c'est un engagement qui nous faut prendre. Or, ce sera difficile, sauf que l'expérience que nous avons menée avec Jean-Paul, sur les 10 dernières années, on a pu bloquer la fiscalité pendant 7 ans. Donc c'est possible, il faut faire des efforts. Il faut s'attaquer aux dépenses publiques, il faut regarder, en définitive, c'est quoi? C'est votre argent. On n'a pas trouvé la machine pour faire les billets, ni dans les communes, ni dans les départements, ni au gouvernement. Donc il faut aujourd'hui s'attaquer à la dépense publique. Nous en avons l'expérience et nous sommes capables aujourd'hui de dire que cette fiscalité zéro, nous la maintiendrons et nous tiendrons parole. Alors, pourquoi? Parce qu'on oublie 2 éléments essentiels qui font la chance de Perpignan. Le premier, Perpignan se retrouve comme étant la 3e ou 4e ville de France depuis 10 ans pour la progression de sa population. Ce qui veut dire que chaque année, nous voyons de nombreux Perpignanais arriver. Il y a avant nous Villeurbanne, Montpellier, Toulouse, dans l'ordre. Ce qui veut dire que Perpignan, au contraire de beaucoup de villes de plus de 100 000 habitants qui perdent beaucoup de monde, Perpignan gagne chaque année de sa population. Et c'est un élément intéressant parce qu'il y a un deuxième chiffre que je veux vous livrer. C'est un peu technique, mais il faut en parler quand même. Grâce à la venue de ces nouveaux arrivants et des entreprises, Perpignan se retrouve en 2e position en France pour l'élargissement de son assiette foncière. Alors c'est technique, mais l'élargissement de son assiette foncière, c'est que tous ces gens-là achètent des logements, achètent des maisons, ces entreprises achètent des terrains et construisent, et qui montrent le dynamisme de Perpignan. C'est pour ça qu'on veut continuer à porter cette modernité et ce dynamisme pour justement continuer en maintenant une pression fiscale faible, car malgré les engagements que nous prenons aujourd'hui de ne pas augmenter la fiscalité pendant 6 ans, il faut que vous sachiez qu'en matière de taxes foncières sur les propriétés bâties, en matière de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, Perpignan est la ville la moins chère du Languedoc-Roussillon. Et mes sources ne sont pas celles de journaux en de polémique. Mes sources, c'est la Direction générale des finances publiques. Tout le monde sur Internet peut le constater. Alors, ce que je veux dire, c'est que le premier engagement que nous prenons, c'est un engagement solennel, c'est celui de respecter justement la fiscalité zéro, c'est-à-dire sur la durée du mandat, vous permettre de ne pas avoir des taxes foncières et des taxes d'habitation qui augmentent. Le deuxième élément, c'est la sécurité. Il y a 2 manières de traiter la sécurité.
La première manière, c'est de dire « Ah, mais il ne se passe rien, c'est une vue de l'esprit, etc. » Ça, c'est M. Cresta. Et M. Cresta, c'est pas mal parce qu'il a dans sa liste des colistiers qui étaient au conseil municipal. Et quand à chaque fois, avec Jean-Paul Alduy, nous leur proposions d'augmenter le parc de caméras de vidéoprotection ou de les installer, ils ont voté contre. Mais maintenant, ils sont pour dans le programme. J'ai vu qu'ils étaient pour les caméras de vidéoprotection. Et alors, à ce moment de mon intervention, je ne peux pas m'empêcher de vous donner un secret qui me fait chaud au cœur. Ils sont contre les caméras de vidéoprotection, sauf que pour le siège du Parti socialiste à Perpignan, ils en ont demandé 2 devant et 1 à l'intérieur. C'est vrai que ils ont de quoi s'inquiéter avec leur politique. Ils ont de quoi s'inquiéter. Voilà. C'est-à-dire, ils sont toujours dans le même axe, faites ce que je dis et surtout pas respecter ce que je fais parce qu'ils ne font rien. Alors nous, c'est simple. On s'était engagé, notamment avec Jean-Paul, à installer 140 caméras de vidéoprotection. Il y en a 162 aujourd'hui. On va continuer. On va monter à 300. Parce que les caméras de vidéoprotection, c'est un élément essentiel de la tranquillité publique. C'est un élément essentiel, notamment, de la vie que vous voulez avoir en toute tranquillité. Parce qu'il est vrai que Perpignan n'est pas une ville où il y a une insécurité extraordinaire. C'est pas Marseille où on tue des gens tous les jours, Toulouse où on en tue régulièrement, Grenoble où tous les matins on se demande qui a été tué. Non, Perpignan c'est une ville où il y a des incivilités. Sauf que ces incivilités, vous ne les supportez pas et nous non plus. Et l'installation des caméras de vidéoprotection permet d'intervenir à la fois sur ces problèmes d'incivilité, mais permet aussi de donner à la police nationale et à la gendarmerie les moyens d'intervenir dans de bonnes conditions, permet aux magistrats, notamment quand ils ont des enquêtes à faire, de contrôler notamment ce qui s'est passé, et je peux vous dire qu'une part importante des interpellations de la police nationale et de la gendarmerie sont faites grâce aux caméras de vidéoprotection. Alors, les caméras de vidéoprotection, ça ne suffit pas, il faut aussi derrière des effectifs de police. Comme M. Valls nous a promis des effectifs de police mais qu'on n'en voit pas, eh bien, on fait en sorte de s'organiser nous-mêmes. Dans les 2 dernières années, on a recruté 30 policiers municipaux. J'avais défini d'une manière très claire quel était le profil, des personnels de moins de 40 ans, habitués, notamment avec de l'expérience, formés, jeunes, qu'on a été chercher dans les brigades anticriminalité, dans la gendarmerie, dans les services, enfin des gens capables de répondre à vos préoccupations. Et cela nous a permis de créer une unité mobile d'intervention rapide de 18 personnes, 3 brigades cynophiles, et grâce à ça, on commence à voir dans Perpignan des capacités de réaction avec l'aide de la police nationale extrêmement fortes. Et l'engagement que je veux prendre devant vous, avec ces caméras de vidéoprotection, c'est de faire en sorte que nous ayons aussi les effectifs nécessaires pour intervenir. Et je proposerai, dans le cadre de notre mandat, d'augmenter cette police municipale de 60 personnes, ce qui la portera à 164 fonctionnaires de police et 300 caméras de vidéoprotection. C'est un élément de tranquillité que nous vous devons. C'est un élément de tranquillité que nous assumerons. Et puis la sécurité, ça n'est pas que l'aspect policier. La sécurité, c'est aussi comment on renforce le lien social, comment on va vers ceux qui ont des difficultés, comment on va vers les personnes en situation de précarité. Et là, dans notre projet, il y a un projet de renforcement du lien social à travers d'abord l'installation dans tous les quartiers du triptyque, centre social, maison pour tous, équipement sportif.
Nous avons réussi dans des quartiers où tout le monde nous disait qu'il ne fallait plus rester. Et avec Jean-Paul, à Clodion, à Vernay-Salanque, au Vernet, on a à chaque fois porté des investissements. On a créé seuls, jamais les socialistes ne nous ont aidés, jamais 1 euro, jamais 1 centime, des centres sociaux avec des effectifs. Parce qu'on ne doit pas reculer devant la difficulté, bien au contraire. À côté des centres sociaux, avec du personnel formé, nous avons créé les maisons pour tous. Qu'est-ce que c'est les maisons pour tous? Ce sont des endroits où les associations peuvent venir dans d'excellentes conditions, avec des salles. On peut tout y faire dans une maison pour tous, à condition d'être en association. On y a à la fois des personnes qui vont faire du patchwork. En ce moment, la mode, c'est la Zumba. Dans toutes les maisons pour tous, on fait de la Zumba. Et puis on peut faire de l'alphabétisation, puis on fait des échecs. Enfin, c'est un endroit où les gens se retrouvent, c'est un endroit où les gens peuvent se parler, c'est un endroit où les gens sont dans une position intergénérationnelle. On ne part pas d'un côté les jeunes, les vieux, non, tout le monde se retrouve dans les maisons pour tous. On en a ouvert une, notamment à Clodion, personne n'y croyait, une réussite. On en a ouvert une autre à Vernay-Salanque, il y a déjà beaucoup de monde. On en a une au Vernet. Ça, c'est un élément qui parle du lien social, mais pas seulement théoriquement. Eh bien, il faut que vous sachiez que personne ne nous a aidés. Jamais, ni le Conseil général, ni le Conseil régional, aux mains des socialistes, n'a fourni un seul centime pour aider les plus défavorisés et pour aider ceux qui sont dans la difficulté. Voilà sur quel plan vous devrez les juger. Quand on a à la bouche en permanence le social. Le social, c'est les socialistes, mais c'est pour eux, c'est pas pour vous. Toujours dans ce cadre du lien social, on a aussi créé des médiateurs sociaux, un métier difficile. Quand il n'y a pas de réponse pénale sur des regroupements, quand il n'y a pas de réponse pénale sur de l'alcoolisation, quand il n'y a pas de réponse pénale sur des non-respects, notamment des rodéos, quand il n'y a pas de réponse pénale sur des enfants qui ne vont plus à l'école. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien? Non. Nous, on a créé des médiateurs sociaux, c'est un travail difficile, qui vont au contact de ces personnes en difficulté. Et on arrive à trouver des solutions, parce que par le dialogue, alors on n'y arrive pas toujours parfaitement, mais par le dialogue, on construit des parcours. Ceux qui ne vont plus à l'école, on leur explique que peut-être il faut qu'ils aillent au centre social, où il y a un espace adolescent-jeunesse. Donc, on ne laisse personne sur le bord du chemin. Et puis après, le centre social et la maison pour tous, il faut être capable d'avoir des équipements sportifs. Et à chaque fois, à côté de ces équipements, eh bien, nous avons un stade, mais pas un stade moitié fait où on fait l'humus à la baballe, un vrai stade de football ou de rugby aux normes pour montrer que l'on respecte les gens qui se trouvent dans cette difficulté, dans cette précarité. Et puis, si possible, à côté du stade, des stalles notamment de boxe ou des stalles d'arts martiaux, parce que ça aussi c'est formateur. Les Anglais ont l'habitude de dire que tant qu'on n'a pas fait un match de rugby et qu'on n'est pas monté sur un ring, on ne sait pas ce que c'est la vie. Et je crois que c'est assez vrai, puisque même quand on veut être à Eton ou à Oxford, il faut monter sur un ring. Ça apprend la vie. Et nous avons en plus de cela, et quand cela est possible, et demain on va inaugurer, les jardins familiaux. Et ça marche, les jardins familiaux. Et là, on est capable d'avoir dans tous les quartiers des personnes qui peuvent faire du sport, qui ont le centre social, qui ont du lien social, et qui peuvent aussi, pour certains d'entre eux, à travers les jardins familiaux, montrer une démarche qui est une démarche sociale très très forte. Dans tout ce travail, bien sûr, nous n'oublions pas les personnes âgées, et nous n'oublions pas non plus les personnes à mobilité réduite. Il faut que vous sachiez que le CCAS de la ville de Perpignan, financé notamment par la ville de Perpignan uniquement, fait de l'aide, s'occupe des personnes âgées, accompagne des personnes qui veulent aller retirer de l'argent, fait des repas à domicile, fait du portage de repas à domicile, regarde l'ensemble de notre ville, non pas en superficie, mais au fond. Et cette action-là,
Et ce renforcement du lien social, c'est pour nous d'abord notre marque de fabrique et un axe que nous allons développer. Et avec tout ça, il faut se demander qu'est-ce qu'on va faire pour Perpignan. Il y avait deux solutions, c'est vrai. Jean-Paul, il a eu tort d'investir parce qu'il pouvait rester tout petit, sans bouger. Ça finissait comme Béziers ou Narbonne, hein, ça va finir à 40 000 habitants. Et puis il y avait un choix qui était celui d'un enjeu, celui de porter une modernité, celui d'investir pour Perpignan. Pour que vous sachiez, sur les 10 dernières années, l'investissement par habitant à Perpignan a été un des plus élevés de France, entre la première et la 5e place, 10 années consécutives. Et avec ça, une ville, c'est quand on y croit qu'on investit. Sinon, on fait du clientélisme, on n'a pas besoin d'investir. C'est du fonctionnement, c'est pas difficile, c'est facile, on achète. C'est ce qu'ils font les socialistes. Nous, non. On a investi en prenant des risques. Parce que quand vous investissez, par définition, vous êtes toujours critiqué. En France, les seuls qu'on ne critique pas, c'est ceux qui font rien. Ceux qui font, ceux qui apportent la modernité, ceux qui investissent, oh non, ceux-là, on ne les aime pas. Seulement, 30 ans après, on se souvient d'eux, parce que c'est après qu'on juge. Et ces investissements qu'ont mis notre ville au niveau aujourd'hui, où aucune ville du département, où aucune ville de Languedoc-Roussillon ne se trouve, eh bien, ça a été un choix, et ça va être un choix qu'on va continuer. Alors, ça va énerver plein de monde. Tous ceux qui nous ont expliqué, le TGV, vous rêvez. Nous, le TGV, on n'en a pas rêvé. On a déjà préparé son arrivée. Alors, je me permets à cette occasion de rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, que le centre du monde et la gare du centre du monde n'a rien coûté aux Perpignanais. Il faut rappeler aussi que nous avions le choix avec Jean-Paul de faire une gare tout seul, un parking. Ça nous aurait coûté 56 millions d'euros. Non, à vous, ça vous aurait coûté ça. Ce que ça va coûter d'ailleurs aux villes comme Montpellier ou autres. Nous, on a choisi autre chose, on a trouvé un partenaire qui a pris ses risques. Parce que notre notion aussi de la vie publique, c'est que chacun son risque. Les hommes publics ont des responsabilités à prendre et les investisseurs ont des responsabilités à prendre. Le groupe Metro Acesa a pris ses responsabilités. Ils ont fait en sorte de construire une gare TGV, un parking de 1000 places. Après, ils ont voulu faire une opération commerciale, avec la difficulté, parce qu'ils pensaient que l'État allait les rejoindre rapidement, notamment dans une discussion, l'État souhaitait rapatrier les services périphériques. Sauf que l'État français ne connaissait pas, heureusement il était espagnol, ou malheureusement pour eux. Mais aujourd'hui, nous avons une gare TGV digne de ce nom, un parking de 1000 places, 2 hôtels, les commerces ont des difficultés, mais c'est une affaire privée. Les Perpignanais, ça ne vous a pas coûté un sou. Et je suis persuadé qu'à terme, et dans quelques temps, ça marchera. Il fut une époque où, quand on allait prendre l'avion dans un aéroport, on n'avait que l'avion à prendre. Aujourd'hui, je vous invite à aller dans les aéroports, on fait accessoirement prendre l'avion. Le reste, on achète des costumes, on peut même acheter tout ce qu'on veut. Donc le pari qui a été fait par ces investisseurs, c'est celui-là. Ce sera un pari qu'ils gagneront peut-être à terme, mais nous avons la gare TGV. Alors, après, quelle était la vision que nous avions de Perpignan aujourd'hui, à 1 heure d'une ville-monde, à 1 heure de Barcelone, qui est la ville-monde et la seule ville-monde de Méditerranée. Il n'y en aura pas d'autres. Vous pouvez faire le tour, vous pouvez regarder. On est à 1 heure d'une ville-monde. On est à 1h30 d'un aéroport international avec 24 millions de passagers. Et ça, vous pensez que ça n'a pas un sens pour Perpignan? Alors certes, ça a un sens très fort, puisque ça y est, on n'est plus coupé du monde. Si je devais demander ici qui a fait, il y a de cela quelques années, ou il y a de cela 1 an, le trajet en train
entre Perpignan et Barcelone, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Alors c'était agréable parce qu'en fait on s'arrêtait à Cerbère à Portbou pendant 1 heure, donc on pouvait voir la mer. Mais c'était une ville coupée du monde. Aujourd'hui elle est reliée au monde. Elle est reliée à un espace catalan, un espace méditerranéen, et on voit qu'aujourd'hui les Catalans, les Espagnols, sont aujourd'hui ceux qui ont pris des décisions, et vous avez vu qu'aujourd'hui, l'Espagne et la Catalogne redeviennent exportatrices, alors que nous, on n'a pris aucune décision. Quand je parle nous, je parle du gouvernement. Alors, nous assumons, j'assume le choix de tourner Perpignan vers l'espace économique catalan, et on va continuer. Alors, il faut faire attention parce que les Catalans, ils sont bons en affaires. Donc là, il va falloir être capable de nous identifier dans ce monde catalan. Il va falloir être capable de dire pourquoi on vient à Perpignan. C'est plus un lieu de passage, on peut y venir. Alors Jaume Roure, qui est là, me tient au courant des ventes de billets régulières entre Barcelone et Perpignan. Alors, je peux vous dire que depuis le 15 décembre, j'ai eu son mail ce matin, c'est 8352 Barcelone-Perpignan. Nous expliquer que c'était l'inverse, les Perpignanais qui allaient à Barcelone. Nous, on pensait avec Jean-Paul que non, parce que comme il y avait 7 millions de personnes de l'autre côté, par définition, ce serait plutôt eux qui viendraient. Ce sont eux qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'on va leur offrir à Perpignan? On connaît nos points forts. On connaît nos points forts, on connaît le marché Saint-Charles avec des entreprises, on connaît Torremila, on connaît toutes les surfaces aujourd'hui qui sont à disposition des entreprises, mais l'idée a été de dire ça ne suffit pas. L'idée a été de dire il faut qu'on fasse de Perpignan une destination. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. On va à Bilbao pas pour aller voir les chalutiers, on y va pour le Guggenheim. On va à Venise pour voir la Fondation Pinault. On va à Bayreuth pour écouter le festival. Donc je crois qu'aujourd'hui, Perpignan a une chance de devenir une destination. Et pourquoi Perpignan a cette chance? Parce que Perpignan a un ensemble de bâtiments historiques exceptionnels que tout le monde ne connaît pas. Je rappellerai bien sûr la restauration de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste et notamment le parvis. Je rappellerai aussi le combat de François Calvet depuis de nombreuses années pour que Saint-Jean-le-Vieux soit enfin susceptible d'être restauré, qu'on y enlève l'abominable transformateur qui s'est trouvé. C'est fait. On va rénover Saint-Jean-le-Vieux. Puis derrière, on a le Camposanto, qui lui seul justifierait un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Puis derrière le Camposanto, il y a ce qu'on appelle la caserne Mangin. Mais ce n'est pas la caserne Mangin. C'est le couvent des Dominicains. Et donc je suis en négociation avec notamment l'armée et l'État pour que ce bâtiment revienne à la mairie, puisqu'au bout, nous y avons l'église des Dominicains, qui est en fait le complément du couvent. Et puis on est aussi en discussion avec notamment l'évêché, parce qu'il y a un bâtiment exceptionnel à l'évêché, en cœur de ville, et ce bâtiment-là, à partir du moment où l'évêché a fait le choix de se déplacer au parc du Cup, eh bien, je souhaiterais que nous puissions contrôler l'évêché pour pouvoir y installer notamment un musée des objets sacrés dont la ville est propriétaire et surtout y faire le lieu de rencontre et d'exposition de la Sangue et des mystéries de la Sangue. Et enfin, en continuant, nous avons aussi la chapelle du Saint-Sacrement qui est à côté, qui mérite d'être restaurée, le couvent des Minimes, et puis les églises exceptionnelles que vous connaissez, celle notamment de Notre-Dame de la Réal, avec la chapelle La Soledad, qui fait l'objet d'un reportage prochainement dans TF1, la restauration en cours notamment de l'église Saint-Jacques, de l'église Saint-Mathieu, et puis la restauration qui se termine notamment du couvent Sainte-Claire, couvent Sainte-Claire qui abrite pour une partie notamment le centre de documentation de la présence française en Algérie, et sur la chapelle qui est en cours de restauration, je veux y faire la mémoire de la Retirada,
parce que nous avons dans Perpignan cet exil républicain et tous ces républicains dont les enfants sont aujourd'hui les Perpignanais et dont il faut se souvenir du malheur qui leur a été fait. Et puis, il y a aussi le Chaloncourt. Le pôle muséal, dont le permis de construire est délivré, qui va au cœur de la ville, entre notamment la rue Mailly et la rue de l'Ange, pouvoir regrouper l'hôtel de Mailly et l'hôtel de la Zerme pour y faire un musée exceptionnel qui recevra notamment toutes les œuvres du Grand Rigaud, qui sera aussi affecté aux arts premiers catalans. Il est en cours de construction. Et puis, bien sûr, le Centre d'art contemporain, que vous avez vu, qui est une volonté politique pour installer Perpignan aussi, à la fois dans le patrimoine et dans sa modernité. Voilà quelques éléments qui pourraient permettre de faire en sorte que tout le monde vienne à Perpignan, pour qu'on n'y vienne pas uniquement pour aller à la plage, même si je remercie mon ami Bernard Dupont, le maire de Canet, mais Perpignan-Plage, c'est Canet, Bernard. Ou à la montagne. Non, avoir tout au long de l'année des événements qui rythment ce patrimoine exceptionnel, parce que aujourd'hui, les gens se déplacent quand il y a des événements. Regardez Visa pour l'image. Personne ne peut imaginer la connaissance que l'on a dans le monde entier de Visa pour l'image. Il y a de cela 3 semaines, je recevais les journalistes du New York Times qui venaient parce qu'ils avaient entendu parler de Visa pour l'image. Visa pour l'image, pendant 15 jours, 3 semaines, c'est un événement mondial. Ce matin, je recevais un journaliste du Financial Times qui venait à Perpignan parce qu'il avait entendu parler de Visa pour l'image. Et je crois que là, avec Visa pour l'image, nous avons l'illustration de ce qu'il faut faire pour créer des événements. Et créer des événements, pour que Perpignan soit une destination, eh bien, il faut qu'on commence à réfléchir comment on communique sur l'extérieur. Que le marketing territorial, c'est ça. C'est pas rester entre nous, parce que nous, on sait qu'on est dans le plus beau pays du monde, mais il faut que personne ne le sache. Or, on a besoin de dire à tout le monde que c'est le plus beau pays du monde pour qu'ils viennent, parce que l'économie touristique est aujourd'hui une économie très importante. La France est le premier pays du monde en termes de visiteurs. Donc il faut savoir que c'est à partir de ce Perpignan une destination, rythmée notamment par des événements, que l'on sera capable de faire venir beaucoup de personnes qui viennent à Perpignan. Et on a... Alors on est très bon dans beaucoup de domaines, mais on ne le dit pas. Je prends l'exemple de la Casa Musicale. C'est unique en France, la Casa Musicale. Tout le monde, dès qu'un directeur régional des affaires culturelles arrive, il veut venir ici. Quand Mme Filippetti est venue, elle a voulu venir à la Casa Musicale. Bien. Quand il y a Ida Ivuelta à la Casa Musicale, c'est 6 000 à 8 000 personnes. Et puis on fait des choses dans la Casa Musicale. On fait le Meeting of Style. Personne ne sait, mais c'est pas grave. Il y a 16 sites au monde où on fait justement c'est un meeting où se réunissent les spécialistes de graffiti. Alors tout de suite, vous allez me dire, ah, le graffiti, on a un service d'ailleurs à la mairie pour nettoyer, hein, ne vous inquiétez pas. Mais là, il ne faut pas nettoyer parce qu'il faut savoir que c'est un véritable art, on appelle ça le street art, les arts de la rue, sauf qu'il faut savoir que les grands spécialistes du graphe, aujourd'hui, ça se vend déjà 1 million d'euros. Hein. Donc si vous voulez vous entraîner, je vous invite à venir à la Casa Musicale, sauf que le problème du Meeting of Style, c'est qu'il le faisait pendant notamment Ida Ivuelta, et donc il n'y avait pas une identité. Et je crois qu'il faut justement créer des identités, des événements. Je reprends un autre élément, le festival de musique sacrée. À Fès, ça fait 200 000 personnes. Nous, ça en fait 8 000. Bon, il faut qu'on communique là-dessus. La qualité de notre festival de musique sacrée, je peux vous dire qu'elle est au niveau de celui de Fès. Sauf qu'on ne communique pas là-dessus. Et aujourd'hui, Perpignan une destination, je crois qu'en communiquant dessus, on peut faire en sorte que ce Perpignan s'inscrive dans la modernité et qu'enfin, à travers l'économie touristique, on puisse y faire venir le plus de monde possible. Alors, il n'y a pas que cela dans notre programme. Je vous
Je ne voudrais pas être trop long parce qu'il y a beaucoup de choses dans le programme et vous l'avez vu. Mais il y a quand même deux éléments que je ne peux pas passer sous silence. Le premier, c'est le retour de la faculté de droit en centre-ville, et notamment sur la Dalle Arago. Et c'est là aussi où, dans l'action publique, il y a la nécessité de prévoir et d'anticiper. Si nous n'avions pas, avec Jean-Paul, réservé des droits à construire 15 000 m² sur la Dalle Arago, on ne pourrait rien y faire. Aujourd'hui, il y a la possibilité de construire, en déposant un permis de main, 15 000 m². Et c'est l'endroit idéal où la faculté de droit peut se développer. Par définition, ayant fait du droit, eh bien, il vaut mieux être pas loin des avocats, pas loin des magistrats, pas loin des huissiers, plutôt qu'à l'autre bout, notamment, de la ville. Et puis enfin, une grande fierté et une grande difficulté, c'est le plan de mise en valeur du secteur sauvegardé. Là, on a un enjeu très très fort. Il y a des contraintes, bien sûr, qu'il faut peut-être alléger, mais je voudrais rappeler, au moment où, bien sûr, on se fait plaisir en racontant qu'il y a un immeuble qui est tombé. Je fais remarquer qu'une grande ville, il y en a plusieurs qui sont tombés, personne n'en parle. On parle d'un immeuble qui est tombé, qui était d'ailleurs fermé, et sur lequel la ville avait notamment signé un arrêté de péril depuis des années, puis on ne vous parle pas de tous les immeubles rénovés. 1090 sur 2000. On ne vous parle pas du 21 rue Blanqui, je vous invite à y aller, où un hôtel particulier vient d'être transformé dans des conditions exceptionnelles pour montrer que, à la fois les difficultés, mais qu'on n'a jamais baissé les bras et que l'on a construit et reconstruit. Alors là aussi, il faut être capable d'être fier de sa ville, il faut être capable de l'aimer, il faut arrêter de la critiquer. Bien sûr, il y a des difficultés, mais où n'a-t-on pas des difficultés aujourd'hui? Où n'a-t-on pas des difficultés? Alors, moi, je considère que notre programme aujourd'hui, c'est un programme important. Alors, on a même une perspective. Cette perspective, c'est les berges de la tête. Alors, c'est vrai que c'est une perspective à 20 ans, 30 ans, d'accord. Mais si on n'a pas une perspective à 20 ou 30 ans, ça sert à quoi? Donc, ces berges de la tête, nous avons l'idée de vouloir en faire le Perpignan de demain. D'abord parce que l'exposition sud est magnifique. D'abord parce qu'on va travailler les berges tout de suite, et on a les projets en cours que nous travaillons avec l'atelier d'architecture de la ville, mais on a aussi la volonté de faire en sorte que ce front de tête devienne, notamment grâce à un plan masse, la possibilité d'y construire des immeubles de grande qualité. C'est une exposition magnifique, allez-y. J'y vais régulièrement parce que la passerelle est en cours de construction. J'avais promis que je me baignerais dans la tête quand elle commencerait. Il faisait trop froid, donc je me baignerai notamment quand elle finira. Et la passerelle, quel signe plus fort peut-on donner dans une action politique quand on a été capable, malgré les calomnies, malgré les oppositions, de construire un pont, parce que c'est le seul endroit du monde où on est critiqué quand on construit des ponts. Le 4e pont, avec Jean-Paul, on en a pris plein la figure. C'est le seul endroit du monde. Partout, quand vous construisez des ponts, les gens sont contents. Ah, Perpignan, non, on critique. Bon, on critique, non. Tous les Perpignanais sont contents aujourd'hui. Imaginons qu'on bloque le pont. Et puis la passerelle, alors on l'a dit, c'est un truc intellectuel, ça va servir à quoi, ça n'a pas de sens du tout, c'est cher, ça coûte plus cher de faire une piscine, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et en plus, en entretien, la piscine, après, ça coûte encore plus cher pendant des années. Tandis que la passerelle, une fois qu'elle est faite, c'est fini, les gens passent tranquilles, et puis, un signe très très fort, on relie le nord et le sud, c'est la ville, le fleuve qui était devenu notamment une coupure, devient une suture, et d'ailleurs toutes les villes du monde retravaillent les fleuves. Vous imaginez New York sans pont,
toutes les villes retravaillent. Lyon travaille ses bords de Saône, ses bords de Rhône, Valencia l'a fait, Bordeaux a travaillé. Donc on revient justement pour faire en sorte que ces liens, et je parlais du lien social tout à l'heure, eh bien ces liens, on les construit. Et ça, c'est un signe aussi de la modernité que l'on veut pour Perpignan. Alors, il y a aussi des parkings, parce qu'il faut répondre. On m'explique qu'il n'y a pas de parking. Bon. Il y a 3847 parkings en ouvrage en centre-ville, c'est jamais plein, mais on m'explique qu'il n'y en a pas assez. Donc on va quand même en faire. On va en faire un sous la place Cassagne, on va élargir sous Jean-Thé-Violet, et on va en faire un notamment à côté du théâtre de l'Archipel. Alors, les parkings, écoutez, on pourrait parler aussi de tout ce qu'on va faire. On va finir le stade Brutus, on va faire une grande salle omnisport, mais je ne voudrais pas être trop long. Mais surtout, ce que je voulais dire, et ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a constitué une équipe qui vous ressemble, une équipe qui est rassemblée autour des valeurs, une équipe qui met en avant l'honnêteté, la tolérance, la solidarité. Oui, la solidarité. Quel beau mot pour un avenir commun, pour l'avenir de nos enfants. Regarder l'autre comme un frère, aider les personnes en difficulté, comprendre et aimer Perpignan, construire un destin commun, aimer Perpignan, aimer la France. Oui, aimer la France comme quand il y a 100 ans, les Catalans, les Corses, les Basques, les tirailleurs algériens, les tabors marocains se sont retrouvés ensemble dans les tranchées pour combattre pour une certaine idée de la France. Alors, n'oublions jamais leur sacrifice. Ce combat municipal, il nous dépasse tous. L'enjeu, c'est aussi une certaine idée d'une ville. L'idée d'une ville dynamique, libre, fraternelle, rassemblée, une ville pour tous. Alors, n'oubliez pas, le 23 et le 30 mars, c'est notre avenir, votre avenir qui se joue, celui de nos enfants, celui de notre jeunesse. Mobilisez-vous, comme nous, pour faire gagner Perpignan. Vive Perpignan et vive la France!